De plus en plus, parmi nous, les choses apparaissent de côté. Prenons garde précisément aux petites choses, ne les perdons pas de vue. Ce sont souvent les impondérables et les bizarreries qui vont le plus loin. Il faut compter l'heure qu'il sonne, dresser l'oreille. Où en est-on ? Des événements viennent, un avertissement qui autrement ne serait pas tel. Ou plutôt, un avertissement déjà présent prend de petits événements pour trace et pour exemple. Ils indiquent un plus ou un moins qui est à méditer en racontant ou à raconter en méditant. Je viens de citer un extrait de l'ouverture de Traces, Spuren, du philosophe Ernst Bloch. C'est se raconter en méditant et se méditer en racontant que nous avons commencé il y a quelques semaines avec Jean-François Bronstein, puis Roland Gori, et que nous poursuivons aujourd'hui avec Monette Waka. Avec l'antispécisme et ses fables et fantasmes mortifères explorés par Jean-François Bronstein, avec le système STM, sciences, techniques et marché, que pointa et épingla Roland Gori, qui n'a de libéral que le nom usurpé. Nous entrevoyons avec eux l'immense machine anti-monothéiste mise en route, broyant les référents, dynamitant les montages, et qui ne parle de vie et d'émancipation que pour mieux diffuser des influx de destruction. L'affaire n'est pas récente, elle trouve ses linéaments dans le XIXe siècle à l'ombre des Lumières. Elle a tenté son coup avec le nazisme et la volonté d'exterminer le peuple temple du monothéisme. Heinrich Heine disait de la Torah qu'elle était la patrie portative du peuple juif, mais celui-ci n'était-il pas à son tour le peuple portatif du Saint des Saints ? Sans juif, il n'est pas de Dieu juif, résumait le poète yiddish Jacob Blackstein. Mais nous savons aussi que ce monothéisme qui était visé dans son origine, dans son essence première, visait aussi bien le christianisme. Freud, dans L'homme Moïse et le monothéisme, a des pages assez fulgurantes là-dessus. Et Joseph Roth, l'écrivain Roth, de son côté, sans qu'il connaisse, avait fait les mêmes remarques et les mêmes intuitions sur ce sujet, en disant que pendant des siècles, on avait reproché aux Juifs qu'ils auraient tué Dieu, et maintenant on leur reprochait de l'avoir inventé. Elle tente à nouveau son coup, cette machine anti-monothéiste, sous le couvert de boucliers compassionnels et sous l'abri d'une émancipation sans limite. Un progrès régressif, comme le nommait Théodore Adorno, devant lequel la pensée qui veut comprendre n'a d'autre ressource que l'horreur devant l'incompréhensible. Je viens de citer maintenant Théodore Adorno dans Minima Moralia, réflexion sur la vie mutilée. Ici, nous essayons de passer outre l'horreur dans un travail de décryptage qui n'est pas séparé d'une affirmation éthique. Et nous poursuivons donc avec, ce soir, Monette Waka, dont je suis très heureux de la présence et dont je la remercie. Monette est psychanalyste, psychologue diplômée de l'Université de Paris 7 et de l'Institut de psychologie de Paris. Elle a été membre du Collège de psychanalyse de Paris. Elle mène une réflexion et veille acérée sur les enjeux symboliques, narratifs, politiques et civilisationnels des recherches biologiques contemporaines, et cela depuis 1985. Elle est sur ce domaine une vigile aussi documentée dans le matériel qu'elle ne loupe pas, que tranchante dans les enseignements qu'elle en extrait et nous en transmet ce qui s'y trame. Pour ma part, Monette Waka ainsi qu'une autre amie, Lisa Haddad, sont des références en majesté de l'intelligence éthique en ces domaines. Comme elle fut comme moi dans nos jeunesses 68ardes militantes dans le trotskisme, elle témoigne que celui-ci n'a pas donné que des médiaparteurs et des maznépophiles. Peut-être le doit-elle aussi aux empreintes de sa judéité, dont l'intention qu'elle porte sourcilleuse aux effets de nomination et de langage prolonge un tropisme épistémologique venu des temps bibliques et propre à eux. La mort
et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, 21. La consignation de ce savoir est séminale, puisque le monde ne fut-il pas créé par des actes de nomination, selon Béréchit. Dans l'arborescence des pensées nourries de la sève biblique, Monette Vacquin prend sa juste place, comme le poète Léonard Cohen, par exemple, ou comme le philosophe Max Horkheimer, et évidemment comme Freud. Elle a publié de nombreux ouvrages et contribué à de nombreux ouvrages collectifs, tous indispensables. Parmi les ouvrages personnels que nous lui devons, Frankenstein, ou Les délires de la raison, en 89, puis Main basse sur les vivants, en 99, mais encore Le magasin des enfants, avec Jacques Testard, Le droit saisi par la biologie, avec Catherine Labrusse. Elle a participé aux travaux du comité consultatif d'éthique pour son 20e anniversaire. Elle a été membre de la commission d'éthique médicale du consistoire de Paris. Elle est membre du conseil scientifique du département d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Elle a publié récemment une reprise, refondation et développement de son premier ouvrage sur Frankenstein sous le titre « Frankenstein aujourd'hui, égarement de la science moderne ». Et elle avait, chez Autrement, dirigé un ouvrage sur la responsabilité en 1996, ce qui lui a valu d'être réquisitionnée par nos soins dans le cadre du diplôme universitaire éthique de la responsabilité que nous avions en partage, l'Institut européen Emmanuel Levinas, avec l'Université de Paris 7 et dont quelques-uns n'ont pas perdu le goût, qui sont présents aujourd'hui. Je lui laisse la parole. Merci Gérard, je te remercie pour cette présentation et je te remercie pour cette réquisition. Je dois te dire que toutes les réquisitions passées ou à venir te sont acquises. Je suis en effet Alors d'abord, merci à vous tous de votre présence en dépit de tant d'obstacles. Je suis une psychanalyste tombée dans la marmite de la biologie il y a une quarantaine d'années et je vous dois quelques explications. L'affaire a commencé par hasard, ça n'est naturellement pas par hasard qu'elle me tient encore aujourd'hui. Je vais vous la raconter comme elle s'est déroulée parce que chaque rencontre est aussi une occasion de faire le point sur ce qui se passe dans ce domaine où les évolutions ont été à proprement parler stupéfiantes. Début des années 80, la revue Autrement prépare un numéro sur la mer et me demande d'aller voir ce qui se déroule dans le domaine de l'artificialisation de la reproduction humaine toute récente. La petite Louise Brown est née en Angleterre, premier enfant de l'histoire de l'humanité conçu hors du corps. Et la petite Amandine vient de naître en France. Je dis, mais pourquoi moi ? J'y connais rien, je ne travaille pas dans un service de fécondation in vitro. Et ils me disent avec intelligence, on aimerait avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas du sérail. Je prends contact avec Jacques Testard, avec René Friedman. Les deux m'ouvrent très chaleureusement les portes, l'un du laboratoire, l'autre des salles où on ponctionne des ovocytes, où on met des gamètes en présence, où on transfère des embryons. J'assiste à tous les temps du traitement. Et, comment vous dire, je suis très rapidement coupée en deux. Sensible, comme tout le monde, à ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la détresse des couples stériles. Et puis, je prends ma voiture, je rentre chez moi, et d'autres pensées me gagnent, et je me dis, si l'humanité désexualise l'origine, l'affaire est d'une autre ampleur que le contournement des stérilités tubaires. C'est une évidence. Et puis, je suis une psychanalyste classiquement formée. Je sais l'importance de la sexualité dans l'affaire humaine. J'écrirai quelques années plus tard peut-être à propos de la congélation des embryons, y a-t-il un froid entre les sexes ? Je vous fais part des premières questions qui s'emparent de moi. Alors il faut que je vous dise d'abord que Jacques Testard, alors je vais travailler et demeurer ami jusqu'à aujourd'hui avec Testard, qui a écrit à cette date à la porte de son laboratoire, Jacques Testard
éprouveur, inventeur, ce qui n'est pas mal quand on s'appelle Jacques. Ça signifie, vous l'aurez entendu, qu'en dépit de ce climat de nurserie où des couples sortent, ou quelques couples sortent heureux avec un bébé dans les bras, il a senti qu'une autre affaire se déroule et que cette affaire est différente, violente. Il la nomme comme ça, il passera... Jacques Testard va laisser une œuvre de philosophe des sciences. Je vous recommande absolument tous ses livres, depuis L'œuf transparent, Des hommes probables, Le désir du gène, ce qu'il, à mon avis, enfin, il n'aurait jamais donné un tel titre à un de ses ouvrages sans sa fréquentation proche avec le groupe que nous avons formé, quelques psychanalystes. Et je me brouillerai assez rapidement avec René Friedman, mais ça c'est anecdotique et ça ne l'est pas. Les questions qui s'emparent de moi sont de deux ordres. D'une part, je découvre que toutes les techniques qui sont en train d'être mises en place réalisent un à un tous les fantasmes infantiles, archaïques ou délirants relatifs à l'origine qui visent à dénier notre ancrage dans le sexuel. Je ne suis pas née d'un rapport sexuel, tous les enfants issus d'une fécondation in vitro pourront le dire. Mes parents ne sont pas mes parents, et bien rapidement, un enfant peut avoir jusqu'à 5 parents. Géniteur, mère porteuse, mère de substitution, mère utérine, donatrice, que sais-je, etc. L'autre question, elle vous intéressera. Gérard a fait l'aveu de notre trotskisme de jeunesse. Vous me pardonnerez, j'étais petite. Je me dis, comment se fait-il... Alors, trotskistes, ils le sont. Testard est trotskiste. Si. Mon mari... voilà. Oui, c'est ça que ça veut dire, d'abord. Oui, ça veut d'abord, oui. C'est pour ça qu'on peut encore le dire. Et Friedman venait des pro-chinois, enfin, ce sont deux jeunes gauchistes. Je me dis, comment se fait-il que de jeunes chercheurs, nés pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, se retrouvent, donnés au monde les outils de l'eugénisme le plus fou, comme si une répétition les avait roulés dans la farine. Je ne prétends pas que cette question soit pertinente, c'est simplement que c'est la question qui s'est emparée de moi. Il est difficile d'en parler brièvement, puis j'ai tant de choses à vous dire, mais je l'ai développé notamment en suivant le trajet du signifiant sélection, à propos de la question de la sélection des embryons, dans mon ouvrage Ma base sur les vivants. Donc, vous voyez que j'aborde cette question, non pas de manière clinique, ne me demandez pas que vont devenir ces enfants, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien, c'est pas du tout ma question, on sait tous que l'humanité absorbe tout. Mon travail est un travail épistémologique, c'est d'ailleurs la question de l'épistémophilie qui va être le concept clé, le concept analytique clé avec lequel je vais travailler. Ce sont des chercheurs. Que cherchent-ils? Éventuellement, qu'ont-ils perdu? Pourtant chercher. Pourquoi ce surinvestissement de la question de l'origine? Encore une fois, pulsion épistémophilique, dont Freud disait qu'elle était le produit de deux sous-pulsions, le désir, la pulsion scopique et la pulsion d'emprise, le désir de voir et de maîtriser. Quand je verrai René Friedman, l'œil sur le laparoscope plongé dans le ventre d'une femme, toutes ces questions pêle-mêle s'empareront de moi, y compris une question qui a été très finement formulée par Jean-Jacques Moscovitz. La question d'où viennent les enfants peut aussi se retourner en d'où viennent les parents. Il faut que je sois prudente avec ça. Hein. N'imaginez pas que je fais des comparaisons terme à terme.
j'aimerais, avant de pouvoir poursuivre, que vous compreniez que j'y vais dans ces questions munie du concept de l'épistémophilie et avec les dimensions de l'histoire et de l'inconscient. De l'histoire et de l'inconscient. Alors, bien sûr, il n'est pas question de faire ça toute seule. Un groupe prend forme, Jacques Testard, moi-même, des juristes, parce que la filiation est en train d'être attaquée puis défaite. Et les questions intéressent les juristes, des philosophes. Il faudrait faire le récit de cette histoire parce que nous sommes les témoins statu nascendi de cette histoire tout à fait étonnante, inouïe au sens étymologique, dont on n'a jamais entendu parler. Jamais aucun enfant dans l'histoire de l'humanité n'a été conçu autrement que par rapport sexuel. Si l'événement et la technique est complètement neuve, le fantasme, lui, est naturellement immémorial. Je deviens rapidement assez inquiète parce que ces techniques ouvrent des espaces de pouvoir qui sont sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Que devient la démocratie, par exemple, quand le pouvoir s'étend à la modification de l'espèce? Qu'est-ce qu'on fera avec l'autorité de la science et quelque chose d'aussi indiscutable que le désir d'enfant, naturellement? Et comme je suis inquiète, je vais voir du côté des mythes. Et mon premier ouvrage que Gérard rappelait, je crois qu'on s'est connus à ce moment-là, Frankenstein ou les délires de la raison, parce que, je lis le Frankenstein de Marie Shelley, bien sûr, et puis je découvre que fille de philosophe célèbre, épouse de Shelley, amie de Byron, jeune fille très cultivée, tenant son journal, un journal de ses lectures, etc., on croule dans les documents qui permettent, chez elle et chez tous ses amis, qui permettent de comprendre la jeunesse d'un mythe, ce dont on ne dispose naturellement jamais. Et qu'est-ce que je découvre avec stupeur? Marie Shelley est la fille de la pionnière du féminisme qui meurt en lui donnant le jour, d'un philosophe radical et athée, et que le petit groupuscule qu'il forme avec Shelley et Byron, eh bien, ce sont les jeunes gauchistes du début du XIXe siècle. Byron est chassé d'Angleterre parce que homosexuel. Il a une fille avec son épouse et une autre avec sa sœur. Shelley embarque avec la jeune Marie, la sœur de celle-ci, enceinte de Byron. Enfin bref, ils forment une communauté des années 68. Liberté sexuelle, tout le monde s'aime. Ça devrait marcher puisqu'on s'aime et qu'on se dit tout. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que Marie entreprendra comme investigation. Frankenstein le lui dira. C'est-à-dire qu'un homme fabriqué en laboratoire va révéler le secret, vous entendez le déplacement de ce qu'elle cherche et des outils qu'elle emploie. Je découvre à ce moment-là, mais ça c'est pas du tout ma découverte, que Frankenstein, dans le livre de Marie Shelley, n'est pas le nom du monstre, c'est le nom du savant, et que c'est la mémoire collective qui, recevant cette histoire, fait l'aveu que du mal peut venir de ce bien qu'est la science. Voilà, on est là dans les années 89-90. Alors, les temps maîtres de mon travail, contournement des stérilités pubaires, écoutez, oui et non. Grand progrès médical, non. Il s'agit du transfert de techniques qui ont fait leur preuve dans l'industrialisation de l'élevage. C'est ça, la fécondation in vitro. Il faut le savoir. Testard était à l'INRA avant d'être à l'hôpital Béclair.
taux de réussite extrêmement faible. Imaginez quelle spécialité médicale emporterait un tel succès avec 80% d'échecs, et néanmoins succès fou. Et après la désexualisation de l'origine, attaque à la filiation, jusqu'au clonage, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire dans le courant des années 80 puis 90 se fait. L'embryon est externalisé, les gamètes sont externalisés. Pourquoi pas le don de sperme? Si on fait le don de sperme, pourquoi pas le don d'ovocytes au nom déjà de l'égalité, alors qu'on aurait pu penser les choses autrement. Et le problème que j'ai dans le sentiment que j'ai, c'est-à-dire d'une question qui s'est emparée de moi, qui était la tienne à l'instant, c'est-à-dire comment répondre à la question: qu'est-il en train de se passer? S'il ne se passe pas que ce qui se passe, il se passe quoi? On peut observer qu'il y a deux scènes. La scène clinique, sur laquelle il n'y a rien à dire, je veux dire un petit artifice technique qui permet quelquefois à des couples stériles d'avoir des enfants, et tant mieux. Et l'autre scène, la scène de l'inconscient, pas de l'inconscient des acteurs, naturellement, mais la scène sur laquelle il se passe collectivement quelque chose d'autre. Je dois dire que Testard m'avait mis sur la voie en me disant: oh, c'est pas si compliqué, on aurait pu le faire il y a 50 ans, mais il fallait que les esprits soient prêts, y consentent. Il m'avait dit d'autres choses très troublantes. Oh, tu verras, la fécondation in vitro, les mères et les belles-mères adorent ça. C'est-à-dire un pacte, un flirt avec la fabrication hors sexualité. Donc, je fais un grand pas entre les questions de ces années-là et puis le titre de mon dernier papier dans Causeur qui a retenu ton attention. Tu neutraliseras ton père et ta mère. On est donc moins de 40 ans après. Tous les événements sont passés, ont nécessité des inventions juridiques pour donner statut juridique à ces enfants. Alors, ce qu'on pouvait voir dans le courant des années 80 que je viens de vous exposer, on ne pouvait pas du tout imaginer l'intérêt que ça susciterait dans les milieux homosexuels. Pas à cette date, aucun de nous ne l'a vu. Moi j'ai vu le clonage, pour des raisons qui sont aujourd'hui assez mystérieuses, parce que le premier article que j'ai publié, finalement j'avais trop de documentation, je l'ai publié dans Esprit, procréation artificielle du semblable au même. J'ai écrit sur le clonage d'autres travaux, du semblable à l'invraisemblable. C'était intéressant, le clonage, parce que dans l'artifice, c'est un petit truc qui n'a pas beaucoup d'importance. Symboliquement, c'est ramener le différent au même. Ça anéantit la filiation. Le fils devient le frère jumeau du père. Je vous laisse imaginer les liens de filiation. On peut plus les dire. Je veux dire, on y perd le langage, on y perd le verbe par faute de repères à peu près instantanément. Je m'arrête quand même un instant sur cet événement. Alors Dolly, ça doit être en 94. Et peu de temps après,
un événement dont la symbolique est tout à fait importante. Vous vous rappelez du faux scoop de la naissance d'une enfant humaine clonée. Une petite Ève, supposée née le jour de Noël. C'était produit par une secte, les Raéliens, qui ont un délire d'origine. Ève, un bras d'honneur au monde juif. Né le jour de Noël, un bras d'honneur au monde chrétien. Alors je passe peut-être un peu vite pour que tout ça soit compréhensible, mais simplement retenons que le fait de narguer le religieux est omniprésent dans cette affaire qui concerne la filiation, évidemment. Filiation attaquée, vraiment attaquée, comme un enfant démonte un jouet pour savoir comment il marche. Et si on tente de remétaphoriser ce qui est en train de se démétaphoriser, on peut dire que tout ça comme symptôme, c'est peut-être aussi le signe d'une question adressée à la filiation. J'espère que je parviens à faire apparaître ce qui se déroule de discours en miroir non dit explicitement entre le scientifique et le religieux à ce propos. Je partage avec vous un petit élément autobiographique sur ma jeunesse trotskiste, parce qu'il est cohérent avec ce que nous sommes en train, enfin ce que je suis en train de vous dire. Jeunesse, bon, je suis une militante d'opérette, je fais pas grand-chose, je fais des omelettes la nuit à mes copains qui viennent me le demander après avoir distribué des journaux, mais ça va pas plus loin. Et puis, j'accouche de mon premier enfant, une fille. Et à ce moment-là, je perds tous mes amis. Parce que avoir un enfant, c'est bourgeois. Je les quitterai peu après. Ça, écoutez, c'est anecdotique, mais je crois qu'on est absolument au cœur de la question. Donc, je les quitterai peu après, parce que je suis une mère plutôt normale et que je ne comprends pas et que c'était juste insupportable. Et cet événement va surplomber ma vie. Je comprends que l'affiliation est le pire obstacle de l'idéologie. Voilà. Alors, pour passer de ce que je viens de vous dire à « tu neutraliseras ton père et ta mère », c'est-à-dire le point où nous en sommes aujourd'hui, pour de vrai, dans les textes de loi, il faut pouvoir prendre les choses sur plusieurs plans, à la fois le plan qui concerne l'artificialisation de la reproduction humaine lui-même, et puis ce qui s'est déroulé du côté de la dédifférenciation sexuelle, ou de cette très étrange revendication issue des milieux homosexuels de revendiquer ce qu'ils ont toujours fait sans demander la permission à personne. Vous comprendrez que je n'ai, en ce qui me concerne, aucun problème moral avec le fait que les homosexuels élèvent des enfants. Ils les ont toujours fait, sauf que c'est pas ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils revendiquent quelque chose qu'ils peuvent faire. Donc, j'en viens aux questions qui concernent ce que j'ai appelé en 2007, à la demande de Didier Sicard, qui était à l'époque président du Comité national d'éthique, et qui m'avait demandé une conférence sur ce thème, ce que j'ai appelé l'abrogation de la différence des sexes. Alors, en 2007, demande de Sicard, ça me permet d'avoir un repère dans les dates, et vous allez voir comme tout ça va vite, parce qu'on est à peine plus d'une dizaine d'années après. En 2007, on peut considérer que la différence des sexes a été abrogée par décret psychosociologique.
des mots nouveaux commencent à apparaître. L'amitié entre les sexes, le voisinage des sexes, la théorie relationnelle des sexes, la distinction de sexe. Cette modification, rendue impérieuse par les progrès de la science, vous voyez qu'elle évite, ou elle tend à faire disparaître les signifiants impropres de différence, d'une part, et de sexe, d'autre part, pour les remplacer par une terminologie plus exacte. Le premier terme aurait subi ce sort en raison de ses potentialités d'amour et de conflit, assez peu réductibles à une visée scientifique, le second pour sa crudité obscène, son attache manifeste au corps désirant, autre lieu de résistance au discours scientifique. Donc, plus de différence des sexes, une combinatoire des genres. Les récalcitrants seraient tournés en ridicule, devraient considérer leur passéisme, faire leur autocritique et se verraient barrer les carrières universitaires pour ringardise. Le motif de cette modification, la dangereuse collusion entre différence des sexes, ordre symbolique et ordre moral. Dans ces mots à la fixité inquiétante se nicherait d'aliénantes dimensions prescriptives. Naître fille ou garçon, ce serait déjà trop normatif. Simone de Beauvoir ne pourrait plus écrire « On ne naît pas femme, on le devient » parce qu'on ne le naît pas non plus. Plus de sexe prescrit, donc ni d'ordre procréatif. Le déclin de l'ordre sexuel est proclamé, comme hier celui de l'ordre bourgeois. Nous aurions assez souffert de ces entités abstraites et de leurs effets de domination et de puissance. L'argumentaire général, la différence des sexes est imaginaire et rien de convaincant ne vient en définir les contours, ça c'est pas faux. L'heure serait à la pacification, à l'hédonisme, au pragmatisme, assorti de méfiance contre les systèmes, les pensées universalistes. Les hommes seraient aussi des femmes, les femmes des hommes, les adultes des enfants et vice-versa. Une société purement horizontale tend à s'établir, organisée en réseau dans la plus grande transparence, rejetant avec méfiance toute forme de pouvoir. Il y a une représentation à la fois chaotique et bon enfant du monde qui favorise un relativisme culturel pour lequel tout se vaut pourvu qu'on se laisse en paix. Plus grave, la contractualité des liens gagne du terrain, le droit l'aménage. Seuls de rares juristes s'inquiètent de cette poussée binaire qui veut la peau du tiers instituant, sauf pour le narguer. C'est donc une vision qui nous protégerait des identités trop rigides. Première surprise, jamais le droit de la famille n'a été aussi peu contraignant. La lutte anti-tabou s'exaspère dans un paysage d'où ont disparu presque tous les tabous. Alain Finkielkraut, à cette date, dira qu'on nargue des traditions éteintes, on se bat contre des préjugés révolus. Pierre Legendre, lui, avait nommé bien des années auparavant séquelles des traumatismes totalitaires, cette terreur pour des formes autoritaires non actuelles. Deuxième surprise, les violences peuvent aussi naître des états d'indifférenciation et de la menace de perte d'identité, évidemment. Elles peuvent prendre un temps l'apparence de la fusion ou de l'apparence de la fusion ou de la fraternité, mais il s'agit de la fraternité de la horde, sans totem et sans tabou, fera remarquer Nathalie Salzman. C'est ce qu'avait fait observer Orwell en nommant son ouvrage Big Brother plutôt que Big Father. Le père a disparu déjà en 1984 dans la Société des frères. Troisième surprise, le fait que les identités sexuelles soient mouvantes, qu'il y ait du féminin chez l'homme, du masculin chez la femme et du désir d'enfant chez les homosexuels, c'est pas un scoop. La bipolarité masculin-féminin, c'est pas une découverte, on sait tout ça depuis l'Antiquité. Est-ce qu'on est vraiment menacé par un conservatisme asphyxiant ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, mais de quoi et comment le faire émerger ?
Donc une des caractéristiques de ce mouvement croissant d'indifférenciation, la volonté de rupture radicale avec l'ensemble du monde connu, dans la crainte du retour supposé imminent d'un passé persécutant. L'entrée de cette problématique se fait par la question de l'égalité, ce qui lui assure d'être du côté du bien. Et vous comprenez que ça suscite l'enthousiasme des tout jeunes. Voie royale d'entrer dans l'idéologie, évitement de la négativité, de la destructivité humaine. Philippe Muret parlera du Dieu égalité, du diable discrimination. Mais la promotion du bien fait le silence sur la brutalité de la contractualisation des liens, du sadomasochisme de salon, des violences faites aux enfants, des maladies du tissu relationnel qui renseignent sur les maladies du discours symbolique. Une autre caractéristique de ce discours, c'est l'usage qu'il fait de la science, sous de multiples aspects, à la fois parce que c'est le progrès des sciences, d'une technoscience saturée d'inconscient, qui a décelé l'alliance des sexes dans la parentalité, arraché l'engendrement au sexuel. Mais pas seulement. Le mode de pensée ambiant s'inspire du modèle scientifique perçu comme seul légitime avec sa visibilité, son efficacité opératoire, ses preuves. N'oubliez pas que tout ça se déroule sur fond de déclin des discours, des grands discours des grands discours comme Lyotard les avait nommés, des grands discours anthropologiques ou religieux qui tentaient de dire l'expérience humaine avec ces tâtonnements. Dans les sciences humaines, cette démarche revêt aussi l'aspect d'une logique frénétique totalement livrée à elle-même. Je vais vous en donner des exemples un peu plus tard. Le non-dit de cette situation relève de la question du fondement des normes, de leur scientifisation et d'une nouvelle étape dans la lutte ancestrale entre savoir scientifique et transmission de l'expérience humaine, avec ses tâtonnements, ses erreurs, ses formes mythologiques et ses contenants. Entre refus d'héritage et besoin de repères, se tourner vers la science, c'est aussi rechercher des sens. Le succès de la théorie du genre, c'est-à-dire d'une plasticité, d'un pluralisme dans l'expérience de soi qui n'est pas vraiment un scoop, repose sur ce besoin, mais à condition qu'il repose sur l'autorité de la science et non pas sur des représentations transmises. Renan, en 83, avait écrit « La barbarie est vaincue sans retour parce que tout aspire à devenir scientifique ». On a l'impression que l'humanité connaît une nouvelle bouffée positiviste, probablement plus importante en termes de conséquences que les précédentes. Question très complexe, c'est la science elle-même, la pensée opératoire, qui semble aller au-devant des désirs les plus archaïques de l'humain. Je dois à Henri, à mon mari ici présent, d'avoir fondé le concept d'inconscientifique pour nommer cette question si troublante, c'est-à-dire l'alliance de l'archaïque et de la pensée opératoire. Finalement, c'est la seule chose qu'on ait à redouter des sciences et surtout d'une technoscience qui n'est plus seulement descriptive. Je veux dire, celle-là, tant mieux, elle fait son boulot, hein, mais opératoire et transformatrice de l'humain. Pourtant, la différence des sexes n'est pas un objet scientifique. La question n'est pas de savoir ce qu'elle est ni si elle est, puisqu'un des modes de traitement de notre génération est d'affirmer qu'elle n'existe pas. La question est de savoir pourquoi aujourd'hui elle a besoin d'être définie plutôt que chantée, célébrée, déplorée. La question, c'est son retrait de l'ordre de la dramaturgie, de la poésie et le passage à la science, fût-elle humaine, pour parler d'elle. A-t-elle jamais été saisie ? Jean-Pierre Winter écrit « Pour la nommer, les mots manquent. Au sommet de la science comme dans la conversation la plus ordinaire, il n'existe aucun critère définitif qui permette de dire avec certitude ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qui les différencie. Ce manque est au principe même de l'inconscient. La bisexualité psychique renforce l'énigme. Ce non-savoir est ce qui nous fait parler. »
Donc la femme n'est plus l'avenir de l'homme, elle céderait la place aux transgenres et aux clones. L'homme nouveau ainsi remodelé, vieux fantasme, nouvelle technique, est un hybride ni homme ni femme, ou tantôt l'un, tantôt l'autre, ou encore homme et femme trans, avant de s'hybrider bientôt en machine, c'est-à-dire en mort-vivant. Ça, c'est le projet transhumaniste. Durcissement dans les mêmes années, durcissement des discours du côté des juristes. Alors vous avez d'un côté la promotion du bien et le discours de l'amour général et universel, et puis l'apparition de discours lugubres. En 2007, le philosophe Patrice Maniglier s'exprime ainsi. Il dit « Nos sociétés ont promis l'égalité des sexes. Or, qu'on le veuille ou non, cela implique que l'on cesse de tenir compte du sexe en droit, sinon pour l'abolir. Impertinent pour le vote, l'ouverture d'un compte en banque ou le travail, le critère du sexe devrait être pourchassé partout et, ultimement, disparaître de l'état civil des personnes. Alors seulement nous serions sûrs que la promesse a été tenue. Ce serait sûrement un grand progrès pour la civilisation, l'indifférenciation sexuelle comme progrès de la démocratie. À l'heure où je vous parle, des juristes l'ont proposé. Comme je voudrais garder du temps pour que nous puissions discuter, je passe un peu. Alors l'expression dans la juridicité et les lois, les juristes sont obligés de tenter et d'inventer ce qu'ils peuvent. Plus de maris et de femmes qui précèdent l'enfant. La filiation tend à être établie au regard d'un enfant avec un ascendant et avec l'autre. Des enfants sont toi et moi, écrira joliment une psychanalyste. Le vocable époux remplace mari et femme dans le Code civil. Dans le Code civil du Québec, le mot père disparaît pour être remplacé par l'expression pourvoyeur de force génétique. On dit traçabilité pour filiation dans certains services de fécondation in vitro. En Angleterre, on voit disparaître Miss et Mrs. parce que c'est jugé, la distinction Miss et Mrs. c'est jugé discriminatoire. On propose de débaptiser des écoles maternelles. En Suède, on interdit de dire son sexe à un enfant. Ni Huxley, ni Zamiatin, ni Orwell n'ont vu ça. Si on est dans des bocaux, dans le meilleur des mondes, on est encore un petit garçon ou une petite fille. Dans la loi espagnole sur le mariage homosexuel et l'adoption, père et mère deviennent progéniteurs 1 et 2. Au Québec, on trouve l'énoncé suivant: lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant. Vous aurez observé la référence à deux mères, dont une qui n'a pas donné naissance à l'enfant. Est-ce qu'on peut, dans l'acte de naissance d'un enfant, instituer celui-ci dans le même mouvement où l'un des instituts, père et mère? Mis en place d'incarner un déni de réalité, il ne l'est plus seulement en fait, il l'est aussi en droit, au nom de la loi. Difficile d'imaginer meilleur exemple d'institution désinstituante. On en est là dans le droit, ni de fabrication d'un enfant idéologique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les milieux homoparentaux? De nouvelles revendications jaillissent, mais induites par les progrès scientifiques. Ce point est important. Ce que je voudrais souligner, c'est que non pas que des homosexuels désirent et élèvent des enfants, ils l'ont toujours fait. C'est que la revendication elle-même est prise dans ce que la science permet et précède. Ce sont les propositions biomédicales qui précèdent les demandes homoparentales et pas le contraire. Ce sont les offres qui créeront les demandes, dont elles prétendent se justifier
L'idée d'indication sociétale est une fumisterie. Les homosexuels des années 70 se fichaient comme d'une guigne d'avoir des enfants, aucune ne le revendiquait, les hommes non plus. Donc en la matière, comme dans tant d'autres, c'est l'offre biomédicale qui va créer la demande. Et celle-ci, d'où vient-elle ? Alors on voit apparaître des discours que je vais citer dans un ouvrage des années 2010 à peu près, qui s'appelle « Le mécano familial ». L'ordre procréatif est injuste et discriminatoire, puisque seuls les couples hétérosexuels jouissent d'une totale liberté de procréer par les voies naturelles. Ces individus ne nécessitent aucune autorisation pour procréer. Un auteur suggère que l'on impose des agréments à tout un chacun, une appréciation et un contrôle de la parentalité. Vous avez bien compris, il s'agit de faire passer des permis de procréer aux hétéros. Ceci consacre aussi une partition nouvelle dont on se serait bien passé entre homos et hétéros, de la part de tous ceux qui auraient toute raison de se plaindre des partitions anciennes et peu recommandables. Je me rapproche de mon sujet. Un autre propose la neutralité des parents au nom de l'égalité des sexualités. Vous m'expliquerez, si vous le comprenez, ce que peut signifier l'égalité des sexualités. Neutraliser, c'est-à-dire rendre indifférent la maternité ou la paternité au sexe, qui serait pure volonté et non plus expérience liée à l'anatomie. Mais neutraliser les parents, comment ne pas ouvrir un tout petit peu ses oreilles ? Comme on le dirait d'un ennemi, qu'il s'agit de rendre inoffensif, mais alors qu'abrite l'idéologie ? De quelle puissance imaginaire s'agit-il de se protéger ou avec laquelle il s'agirait de rivaliser ? Comment ne pas entendre gronder l'archaïque infantile dans une telle appellation ? Comment ne pas être frappé par la répétition, dans les formes sinon dans les contenus, de bien des écrits des années 70, même habileté rhétorique, même jouissance théorique, mêmes attaques aux certitudes subjectives que l'on croyait les mieux fondées. L'ordre procréatif succède à l'ordre établi, la multiparentalité évoque les vieilles communautés, seule la revendication, la famille et les enfants rend un son curieux après les revendications de sexualité subversive des années 70. Ceux-ci sont-ils les enfants idéologiques de cela ? Les traductions juridiques seront immédiates. La neutralisation va bon train. Disparition des mots de père et mère, je vous l'ai dit, pour tous, dans de nombreux pays. Jonglerie signifiante parent 1, parent 2. Avant d'écrire cet article, tu neutraliseras ton père et ta mère, j'en avais écrit avec deux autres analystes. Tu numéroteras ton père et ta mère. C'était suite à une proposition qui venait de la mairie de Paris de ne pas discriminer les couples de même sexe et de faire disparaître pour tous les formulaires d'état civil les mots de père et mère, de ce qui codifie notre identité. Alors, vous m'accordez encore quelques minutes. Je voudrais vous parler de l'attaque à la catégorie parent. En France, le père vient d'être enterré sans Kaddish, mais la mère, utérine, génétique, porteuse de substitution, d'intention, était découpée en tronçons depuis longtemps. Elle n'est plus non plus celle qui accouche, et elle peut ne plus être une femme. Des hommes ont accouché, consacrés par le droit dans leur statut de père, droit fasciné qui sacrifie sur l'autel de l'idéologie les dernières des attaches des mots au corps. L'allocation d'utérus, quelquefois avec alibi biblique, menace.
Le droit abdique et se couche. La liberté de penser et de débattre n'est plus assurée. Les médecins sont ravalés au rang de prestataires de services au nom de mon désir et de mon droit à, qu'ils ont contribué à créer, et personne n'y comprend plus rien. On va passer encore un cran. Le 25 septembre dernier, sous le titre « Gamètes, nous voilà », qui est quand même un titre qui a du sens pour quelques-uns d'entre nous ici, on peut lire « Vous trouvez compliqué le débat sur la procréation médicalement assistée, vous n'avez encore rien vu. Dans Libération du mois de septembre, une tribune signée de l'historienne Cléo Carrastro soulève le cas méconnu des hommes transgenres. Nous y venons. C'est pour toutes, alors en écriture inclusive, qu'il faut penser la PMA, déclare l'auteur, et elle décrit la transparentalité du futur. Alors je vous explique qu'il y a des hommes transgenres ayant obtenu de la loi un état civil masculin mais ayant conservé leur capacité reproductive, qui accouchent en obtenant d'être le père des enfants qu'ils ont mis au monde par les voies naturelles. Autrement dit, papa est ma mère. Ça a eu lieu. Aux États-Unis, en France, des hommes ont obtenu ce titre sur leur état civil et obtiennent le droit d'être mentionnés père de l'enfant dont ils, elles, ont accouché, le droit leur faisant cadeau d'un des concepts sur lequel ils reposent, le concept d'indisponibilité. Pourquoi, sinon par fascination, par identification à l'archaïsme humain? On relèvera bien sûr le titre « Gamètes, nous voilà », qui évoque d'autres cris du cœur, poussés par des associations qui ne font pas l'économie de l'histoire et de l'inconscient. Cette revendication qui ne vient plus simplement des milieux homosexuels, mais des milieux transgenres, il ne s'agit plus, vous l'aurez compris, c'est de bisexualité psychique, mais d'être pour de vrai hommes et femmes. Et les psychanalystes le savent, l'impossibilité à métaphoriser est un symptôme psychotique. Une de mes amies gynécologues qui a travaillé cliniquement sur ces questions, qui s'apprête à publier un ouvrage sur les transgenres, me dit « Ils demandent à la loi d'entériner leur déni et leur clivage. » Leur déni et leur clivage. Ce que la loi est sur le point de faire, avec des effets sur les psychés de tous. Si on a le temps, je pourrais vous lire cet article. Je voudrais simplement ouvrir avec vous les oreilles analytiques parce que elle écrit tout comme l'homoparentalité, la transparentalité est une réalité sociale qui a droit de citer dans la République. Ces 10 dernières années, la France a supporté un regard neuf sur ces questions pour le traduire ensuite par la voie législative en normes garantissant la justice et l'égalité. Bon, là, on s'arrête et on fait un peu le psychanalyse parce que transparentalité, fallait le dire tout de suite. Fallait le dire tout de suite, au moins ça a le mérite d'être clair. Si le but c'est que les parents deviennent transparents, là on se trouve en terrain connu. La détestation de père et mère, on connaît, et elle a de beaux jours devant elle. Vous voyez comme on peut faire apparaître combien cette histoire qui démarre avec un désir d'enfant incontestable, porte en lui. Enfin, comment on passe du désir et de l'amour de l'enfant à la haine du parent. Naturellement, de l'idée de parent, pas les parents réels, bien sûr. Une image imaginaire chargée de toutes les persécutions possibles d'entrer dans la condition humaine, enfin, que sais-je, le fantasme. Les parents, l'idée de parent, une image aussi vague que persécutrice, dernier bastion de la représentation d'un pouvoir totipotent et homogène, du moins au regard de l'infantile qui tend à se généraliser.
Autrefois, le pouvoir était bourgeois, capitaliste et inspirait la lutte des classes. Aujourd'hui, ce sont les parents qui l'incarnent. Il convient de les neutraliser, de les numéroter, de les rendre transparents. On aura fini enfin avec la conquête de la difficile liberté. Ce qui semble rechercher, une identité libre de toute identification. On peut imaginer que les terroristes porteurs de ce genre de propositions soient aussi et en même temps terrorisés par tant de liberté et responsables de notre sentiment de stupeur ou de fascination, car il s'agit de l'exposition sur la scène du monde, de la scène de l'inconscient, ce que Lacan appelait le réel. Mais on sait aussi qu'une attaque peut être la forme masquée d'une demande. Alors, qu'est-ce que ça fait si ça passe de la science pour les faits au droit et au discours institué en délire de masse? On aimerait pouvoir penser qu'il faut bien que jeunesse se passe, mais que faire si ce délire de masse devient notre scène primitive? Comment apprendrons-nous à penser, à quitter le monde archaïque s'il s'est répandu partout? Comment nos descendants vont-ils se débrouiller de ce tohu-bohu originel si les parents, après avoir été neutralisés, acquièrent le statut de la transparentalité? Des nouvelles générations naîtront et grandiront dans ces mots. Qui seront-elles? Donc, rupture de transmission, attaque à la filiation, neutralisation de la catégorie parent, ou encore effacement du père et de la mère. Quelle conclusion tirer de la mise en relation de ces événements? D'un côté, la catégorie parent, ce serait le passé, la contrainte, les interdits persécuteurs, l'objet d'un radical refus d'identification, mais d'un autre, une catégorie dont il faut s'emparer, qu'il faut subvertir, scruter, démonter, défaire, remonter, comme pour en tirer un savoir enfin rationnel. À regarder de plus loin, on dirait que cette crise portant sur les fondements se déplace sur un investissement passionné de la question de l'origine, comme si, interrogée au scalpel, elle allait fournir une réponse enfin scientifique à l'énigme du sujet humain. Ou alors, comme si nous cherchions le tourment d'une antique parole, comme disent les rabbins, qui nous disent, qui nous chante plutôt qui nous sommes, et métaphorise l'expérience humaine, métaphore sans laquelle nous risquons de devenir tous psychotiques et de muter. Ce chant est capable de déchirer le ciel et la terre. Son effondrement métaphorique, son absence, est capable de déclencher des forces titanesques. La figure la plus repoussante de notre temps, c'est la conjonction de l'immaturité psychique la plus complète avec les moyens d'action les plus sophistiqués, écrit Olivier Rey dans la postface qu'il a consacrée à mon dernier ouvrage. Limite naturelle pulvérisée, crise civilisationnelle majeure dans la transmission des limites culturelles, telle est la situation dans laquelle nous abordons aujourd'hui cet immense défi. La toute-puissance, l'auto-engendrement, ouvre la voie aux identifications latérales et à la société des frères, sur le mode occidental des clones ou des trans, tantôt l'un, tantôt l'autre, sur le mode oriental, des frères qui se prennent pour des pères fous furieux. Pourquoi je m'attache à travailler ces questions effrayantes depuis 40 ans, alors qu'elles ont un tel coût? Parce qu'il serait bon, à mon sens, que l'Occident y voit plus clair sur ses propres archaïsmes, afin de disposer de toute sa raison pour faire face à ceux qui le menacent. À la fin de son ouvrage « La grande implosion », Pierre Thuillier formulait l'hypothèse que la science comme seule et unique représentation conduisait à la psychotisation des liens. J'ose espérer que la différence des sexes disposera de quelques ressorts cachés du côté de la pulsion de vie pour survivre à une telle erreur anthropologique. Merci. Merci beaucoup. Comme d'habitude, tu nous accables
devant la réalité des choses que tu nous ramènes. Je t'écoutais et je pensais, dans l'inventaire de ce que tu faisais et ce balayage, je pensais à tous les franchissements de seuil qui s'étaient opérés depuis le 19e siècle. C'est une affaire qui nous vient du 19e siècle quand même. C'est-à-dire à un moment donné, parce que tu évoquais Testard et puis la fécondation in vitro comme relevant des pratiques ordinaires de l'élevage industriel. Mais c'est un moment clé, le passage de la science de la zootechnie à l'anthropotechnie. C'est-à-dire à Galton, et puis à l'eugénisme, et puis, etc. C'est un moment clé qui se passe au cours du 19e siècle. Et pour que ce passage se fasse de la zootechnie à l'anthropotechnie, il faut qu'il y ait il faut qu'un certain nombre de verrous symboliques aient sauté. Et ils ont sauté à l'ombre des Lumières, du fait des Lumières, mais pas de la responsabilité des Lumières, mais dans le mouvement des Lumières. Sous le mouvement des Lumières et dans ce mouvement-là, quelque chose a sauté. Il y a un verrou qui a sauté. Et ce verrou, probablement, c'était celui que contenait, au-delà des superstitions et des représentations du monde un peu erronées, c'était ce que portaient quand même les religions. Je veux dire, la religion, c'est aussi leur religere, c'est relier les hommes entre eux, et ils portaient quelque chose qui faisait verrou. Ça me fait penser à une petite histoire juive où il y a un homme libre penseur et puis un religieux qui parlent ensemble, et puis le libre penseur dit au rabbin, au Rav, il lui dit oui, je vous rappelle quand même que Spinoza a dit que les hommes étaient des animaux. Et le Rav lui répond oui, je connais bien cette tête de Spinoza, mais dites-moi, il y a beaucoup d'animaux qui ont donné des Spinoza. Et voilà, c'est cette asymétrie fondamentale qui a sauté, et qui, dans ces asymétries fondamentales, qui ne sont pas des faits d'autorité ou d'injustice, mais qui sont des faits de concrétion des mondes, ces asymétries-là, c'est toutes les asymétries sont en train de vouloir être abrasées. Parce que ce que tu racontes, c'est les différenciations et les asymétries en même temps. C'est-à-dire que ce qui est visé dans l'homme et la femme, dans le fait qu'il n'y aurait pas de différence entre eux, c'est qu'il y a des asymétries. Ces asymétries, elles ne sont pas toujours au bénéfice de l'homme, d'ailleurs. C'est clair, c'est ça. Donc ça, il y a des franchissements de seuil. Il y a des franchissements de seuil, et ce que tu as décrit là, en effet, moi je retiens et j'approuve beaucoup ce que tu dis sur la psychotisation du monde. C'est quand même quelque chose qui est assez flagrant, qu'on est dans quelque chose de l'ordre du psychotique. Et en effet, plein de symptômes ordinaires nous montrent que les métaphores, ça n'existe plus. Où on est en train de liquider ce rapport entre la métaphore. C'est la métaphore aussi, c'est une forme d'asymétrisation avec la littéralité. Je pensais aussi au totalitarisme ancien, c'est-à-dire au bricolage premier, qui eux aussi, d'une certaine façon, mais de façon très primitive, très primaire, s'attaquaient à la filiation, s'attaquaient à la parentalité. Les héros comme Sommels dénonçaient les parents. Les héros des jeunesses hitlériennes dénonçaient les parents. Je veux dire, c'était déjà des formes un peu socialisées, encore, dans un univers qui était premier, mais c'était déjà des attaques violentes contre la parentalité. C'est-à-dire que ça accompagne, et tu l'as dit à un moment donné, et je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire que le totalitarisme a besoin de liquider les filiations, il a besoin de liquider les enchaînements générationnels, il a besoin de liquider les originations, y compris celles qu'on ne connaîtra pas à jamais. Mais il a besoin de liquider ces choses-là. Or aujourd'hui, ce qui se passe, et peut-être c'est aussi ça le franchissement de seuil, c'est que le totalitarisme, je dirais qu'il vient non pas des forces
l'oppression, mais il vient au contraire sous les boucliers, c'est ce que je disais un peu, à quoi je faisais allusion en entrée, il vient sous le bouclier d'une émancipation sans limite. C'est-à-dire qu'on est devant un oxymore tout à fait étrange et qui vient souvent à la bouche, c'est qu'on est devant du nazisme libertaire, ce qui est un peu embarrassant de rapprocher ces deux mots ensemble. Mais on est devant quelque chose de cet ordre-là. Ce que nous disait Jean-François Bronstein dans sa première conférence, ce qu'il nous rapportait, c'était comment des gens, au nom de l'indifférenciation totale et l'abolition des symétries justement entre hommes et animaux, en arrivaient à la conclusion que entre un animal bien portant et un homme handicapé, on devait faire les expériences médicales sur les hommes handicapés. Normal. Et puis, dans la foulée, les mêmes personnes, dans la foulée, considéraient que il était légitime ce qu'ils appelaient des avortements postnataux. C'est-à-dire jusqu'à l'âge d'1 an, il était possible de se débarrasser d'un enfant. C'était pas un infanticide dans ce cas-là, c'était un avortement postnatal. Dans les jeux de langage et de la juridiction de ce que tu nous rapportes de tes observations, ça aussi c'est quelque chose d'assez fort. Donc si on a eu un enfant et puis que finalement cet enfant nous embarrasse parce qu'on a une possibilité de boulot qui se présente et qui est intéressante, alors on peut encore jusqu'à l'âge d'1 an s'en débarrasser. C'est quand même c'est des choses assez inouïes qui se produisent. Voilà. Donc il me semble que c'est vraiment un mouvement profond. Et alors, je voudrais aller dans d'autres petites choses. Tu parlais de parents 1, parents 2. Mais hélas, malheureusement, tristement, j'ai appris que du côté de l'Église, aujourd'hui, de l'épiscopat, on envisage de parler de parents 1 et de parents 2 aussi. C'est-à-dire qu'ils lâchent là-dessus pour aller avoir l'air moderne. Bon, c'est une question un peu pénible. Alors, je l'ai posé aux Bernardins, oui. Et on m'a répondu que ça avait été des tentatives de leurs communicants qui pensaient que c'était bien, mais qui avaient été repoussées. Donc, il semblerait qu'ils tiennent le coup. Tant mieux qu'ils résistent aux communicants, c'est une bonne chose dans ce cas-là. Dans d'autres cas aussi. La deuxième chose aussi, c'était sur cette question de la différence des sexes. Tu me corriges si je dis une bêtise, c'est toi la clinicienne. Il me semblait que la définition de la pédophilie, et que l'attrait de la clinique, enfin de l'observation clinique, l'attrait pour le pédophile de l'enfant, c'est justement son indifférenciation sexuelle. C'est-à-dire que c'est le prépubère, c'est le petit garçon qui a des traits féminins et la petite fille qui aurait des petits traits de masculinité. Et que en général, l'observation, c'est qu'un pédophile, après la puberté, ne s'intéresse plus à l'objet de son désir Or, aujourd'hui, on étend le concept de pédophilie au-delà de la puberté. C'est un terme générique. Donc, dans ce procédé d'extension, ce qui disparaît encore, eh bien, c'est la différenciation sexuelle. Ah oui, j'y avais pas pensé. Oui. Tu vois, et donc ça fait partie du mécanisme. Il n'y a pas de concertation là, c'est pire que ça, c'est pire qu'un complot parce que c'est spontané, ça se produit de tous les endroits possibles. Et puis je pensais à une autre chose, je pensais à une phrase qu'a employée notre ministre de la Santé il y a 2 jours. Alors c'est l'incontingence qui l'a fait cette phrase. On sait bien que quand il a dit ça, il ne voulait pas dire des choses mauvaises. Mais néanmoins, ça sonne bizarrement. Il a dit exactement, il y a une blouse blanche derrière chaque mesure gouvernementale. Quelle horreur. J'ai pas entendu ça. Il a dit ça il y a 2 jours pour rassurer les gens à propos du coronavirus. Mais la phrase qu'il a citée pour conclure sa conférence de presse, je vous rassure, il y a une blouse blanche derrière chaque mesure gouvernementale. Bon, faut entendre. Oui,
C'est très intéressant comme symptôme, cette phrase. Je ne vous ai pas cité, parce que j'avais peur d'être trop longue, une remarque de Jacques Ottet. La muse moderne porte une blouse blanche et des lunettes. C'est une doctoresse qui voudrait aseptiser le monde, du dedans comme du dehors. Parmi ses diplômes au premier rang, licence et sexe. Oui. Des interventions, des remarques. À vous la parole. Je vous ai accablé. Alors, voilà, les libres penseurs. J'ai baissé le micro. Ah oui, ça doit être ça. Oui. Qu'est-ce qu'une fraternité sans père, par exemple? Mais j'imagine qu'on doit vous le demander souvent. Pas tant que ça. C'est une fraternité apaisée, quelque part. Oui. Il n'y a plus de combat. Attendez, je vous passe le micro. Fratricide, oui. En même temps, c'est une fraternité toute relative. C'est juste pour l'enregistrer. Comme toute fraternité. D'accord. C'est vrai. Le frère, c'est celui qu'on aime quand même, hein, mais on n'est pas sûr. C'est celui qu'on supporte. Le supporteur. Il y a le monsieur qui est derrière. Vas-y. Allez-y. Je vais juste animer le débat. Donc je vais d'abord juste dire d'où je parle, comme ça sera peut-être... et juste apporter un témoignage, comme ça permettra juste d'échanger. Moi je suis juif pratiquant, donc au départ pas particulièrement ouvert sur ce type de pratique de reproduction. Et mon expérience de vie est la suivante. J'ai un beau-frère, famille juive pratiquante, et 45 ans, et il fait une PMA. J'ai un frère homosexuel, marié, 2 enfants, GPA. J'ai jamais vécu mon expérience de frère et de beau-frère. J'ai jamais perçu ni différence de sexe, ni annihilation du père ou de la mère. Ce qui a été les deux points communs, c'est effectivement la volonté d'avoir des enfants et aussi d'avoir une transmission. Donc ma question, c'est, en tant que psychanalyse, comment vous interprétez à la fois le rapport entre la volonté d'enfantement et la transmission. Et puis un deuxième point, c'est là sur le registre plus, pas religieux, mais le rabbinat d'Israël est quand même très en avance sur ces sujets-là, très pushy sur ces événements, et sur quelle argumentation vous, qui eux travaillent sur la tradition, vous argumentez? Alors, je réponds à votre première question. Elle est caractéristique de ces 2 scènes dont je vous parlais au tout début de cet exposé. Il y a une scène clinique où des couples hétérosexuels ou homosexuels désirent avoir des enfants. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un désir indiscutable, légitime par définition. Cette scène existe aussi. Alors, toutes les situations ne sont pas comparables. C'est plus compliqué quand il y a des tiers d'honneur. Quand il n'y en a pas, c'est un petit artifice technique. Et puis, il y a aussi l'autre scène sur laquelle, la seule question à laquelle on est toujours amené, c'est qu'est-il en train de se passer? Il est en train de se passer
autre chose. L'humanité est-elle en train de désexualiser son origine? Comment dire, les grandes sociétés américaines offrent à leurs employés de vitrifier ou de congeler leurs ovocytes pour pouvoir remettre la date de la maternité. Ça crée d'autres questions économiques. Vous comprenez bien qu'il ne se passe pas que ce qui se passe. Il ne se passe pas que le désir de votre frère ou de votre beau-frère d'avoir des enfants. Oui, mais la question, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut mieux que la société organise ces technologies ou laisse faire Moi, je suis là pour ni l'un ni l'autre. Je suis là pour tenter de dire qu'est-il en train de se passer. Parce qu'aucune urgence humaine ne légitime l'extraordinaire arsenal déployé pour maîtriser la vie. Aucune étude sérieuse n'a été faite en amont des travaux. Ce sont des questions qu'on a beaucoup travaillées il y a une quarantaine d'années sur l'augmentation de l'infertilité humaine qui est liée en grande part aux polluants persistants. Une attitude scientifique aurait été de travailler ces questions. Ça n'a pas été le cas. On a transféré des techniques d'industrialisation de l'élevage. Alors, que les sociétés soient contraintes, mises devant des faits accomplis scientifiques, c'est là que je me situe. On a le sentiment qu'il s'agit de faits accomplis scientifiques que la société est contrainte d'aménager ensuite, parce qu'il faut bien donner un statut d'état civil aux enfants. L'autre question que vous me posez sur le rabbinat, alors Israël est en avance beaucoup sur ces questions parce qu'ils sont bons et doués. Je ne suis pas sûre que les milieux soient aussi homogènes en faveur de tout permettre. Parce que y a des dimensions comme ça, et je suis par ailleurs beaucoup sollicitée en Israël. Shmuel Trigano s'y intéresse aussi, et d'autres s'y intéressent aussi. Enfin, la situation n'est pas si simple. En tout cas, sur les deux sujets, c'est sur un registre du droit que ça se pose. Sur les deux sujets, que ce soit en Israël ou en France, c'est sur un registre du droit. Et moi, je vous l'ai vécu sur une égalité. Entre autres, dans l'homosexualité, c'était une logique d'égalité. Oui. Et de libération. Oui. Et pas du tout de confusion, mais de libération. Et je dois dire, je me suis retrouvé souvent dans une revendication des droits à l'identique qu'en tant que juif, 2 siècles en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand j'ai vu les mouvements homosexuels revendiquer la paternité, ils étaient vraiment pas tellement sur un registre de confusion de genre, mais vraiment sur un registre de revendication des droits. Mais qui n'est pas neuf. Non, je n'ai pas dit qu'elle est neuve. Oui. Mais elle est en progrès. Oui. Il y a un enjeu du droit qui est en effet très important, mais voici un peu ce que ça me fait penser. Je le livre comme ça me vient là. Je passe à côté, je pense à l'euthanasie. L'association n'est peut-être pas purement contingente, mais je pense à l'euthanasie. C'est une différence entre rendre la fin de vie pas douloureuse que de faire de l'euthanasie. C'est une différence que ça soit au cas par cas de la vie de chacun ou que ça soit légiféré. Je veux dire, les enjeux symboliques ne sont pas les mêmes et l'axe premier, l'axe central, il n'est pas de même nature. Si on dit qu'on n'accepte pas l'euthanasie, mais que dans certains cas particuliers, dans l'intimité de la vie ou dans l'alcôve de la relation malade-médecin, quelque chose puisse se faire dans ce sens-là. C'est une espèce de tolérance en marge ou incluse. Mais ce n'est pas la même chose que de légiférer et de dire l'euthanasie est autorisée.
parce que ça a un effet symbolique, un effet narratif, un effet langagier, un effet discursif massifiant, qui n'est pas de même nature. Et je pense que il me semble que dans la tradition juive, justement, c'est bien comme ça c'est bien ça le rôle de la loi, de la Torah. Il y a des injonctions, il y a des commandements, il y a des obligations, mais évidemment qu'il y a des transgressions ou il y a des pratiques qui se font aux marges de celles-là, mais l'axe reste. Et c'est lui qui tient ensemble tout le monde, et c'est lui qui protège sur la vie. Et donc ça fait que des choses qui peuvent appartenir aux vivants, mais qui peuvent avoir dans une dimension multipliée, non plus avoir de rapport avec le vivant, mais de rapport avec le mortifère, eh ben reste du côté du vivant. C'est ce qui me vient. En soi, en effet, pourquoi un homosexuel n'aurait pas la possibilité d'avoir des enfants? C'est pas le problème. C'est pas celui-là le problème. C'est pas le problème. Non, mais j'ai bien compris votre position. J'ai apporté juste un témoignage par rapport, parce que de là, vous en tirez des conclusions sur la confusion des genres, sur l'analysation de la filiation et de la paternité. C'est là où je pense que le discours peut être un peu compliqué, je pense. Je suis pas sûre d'avoir compris ce que vous avez entendu, vous, de mon exposé. Vous voulez bien me le redire? De votre exposé, parce que ce que j'en ai compris, c'est que vous en tirez que il y a c'est lié à une revendication d'annihilation des sexes, avec une confusion des sexes. Et deuxièmement, comment dire? Je vais m'arrêter là. On n'a pas pu. J'avais envoyé à Monette une petite vidéo d'un débat à l'Assemblée nationale et on a essayé, mais on n'a pas pu le mettre. Monette souhaitait ça aurait été bien de pouvoir le projeter comme ouverture à sa conférence. Il fallait voir la confusion dans laquelle se trouvait la ministre de la Santé et la ministre de la Justice devant la commission à l'Assemblée nationale pour parler de situations qu'elles n'arrivaient même pas, qu'elles bafouillaient, parce qu'évidemment elles étaient insensées en soi. Donc elle parlait d'un homme qui serait une mère, enfin oui, je veux dire, quand même, rien que la possibilité de cette folie dans le langage, c'est quand même de la folie. Je veux dire, le fait même qu'on puisse jouer avec le fait de dire que une personne transgenre reste anatomiquement féminine, tout en s'identifiant socialement, juridiquement et de droit masculine. Donc, pouvant, tout en étant un homme, porter un enfant. C'est pas un souci pour vous? Oui, les autres, vous, c'est pas seulement vous. Oui, mais ça reste, c'est complètement anecdotique comme sujet. Alors, mais voilà, c'est justement là où ça ne l'est pas. Je vous remercie de de ce que vous venez de répondre, parce que ça ne l'est plus, et c'est comme symptôme qu'on peut peut-être mieux se comprendre. Les transgenres, c'était une infime minorité, que ce soit pour des raisons d'impossibilité d'identification psychique ou pour des raisons génétiques. Ça existait, mais presque pas. C'est en train ils sont en train de devenir de plus en plus nombreux parce qu'ils sont fabriqués par les propositions médicales qui peuvent ou organiser des hormones ou transformer des sexes, etc. Tout ça est sur le marché.
Vous imaginez combien de jeunes, dans la période un peu délicate où on ne sait pas trop, ou de troubles d'identité liés à l'adolescence, sont en train, dans toutes les familles, dans plein de familles ou d'amitiés ou d'amis dans les cercles de mes patients, tout le monde en connaît. Un gamin de 16 ans un garçon qui décide qu'il est une fille s'est mise sur le marché comme des offres. Ça engendre des demandes, ça fabrique des transgenres. Et ce sont les nouveaux opprimés de la terre qu'il faut défendre. Dans l'esprit de nombre d'adolescents, vos enfants, nos petits-enfants, les amis de nos enfants, etc. Donc la question est un symptôme important à explorer. Je voudrais, pour reprendre ce que tu viens d'évoquer, Gérard parle d'un petit document absolument fabuleux qu'on trouve sur YouTube qui s'appelle « Bienvenue chez les dingues ». C'est Agnès Buzyn, tant qu'elle était encore ministre de la Santé, et Belloubet, qui discutent de ça et qui tentent de s'expliquer l'une à l'autre. Elle discute avec des parlementaires, devant des députés, de comment on va faire avec ces demandes. Et au bout de 3 minutes, elles bafouillent, elles bégayent, elles ne peuvent plus penser, elles ne peuvent plus parler. Buzyn dit à Belloubet, écoutez, c'est vous qui allez le faire. Belloubet rigole et dit mais j'y arrive pas, mais c'est ça la solidarité nationale. Et tout ça est gouvernemental, et tout ça est ponctué d'extraits tirés des tontons flingueurs qui disent ce qu'elles auraient dû dire elles-mêmes, c'est-à-dire ça va pas la tête, ou qu'est-ce qui se passe, etc. Donc les transgenres, on les fabrique aujourd'hui. Ils imposent, parce qu'ils sont investis comme les derniers opprimés à défendre, des normes au droit qui sont dangereuses pour tous. Je voudrais vous citer des propos que j'ai trouvés chez Françoise Héritier-Auger. Elle écrivait « On ne peut nier que les contraires, comme masculin-féminin, dur-mou, sec-humide, creux-saillant, constituent des catégories cognitives qui sont peut-être des leurs, mais aident la pensée à s'orienter. » C'est Françoise Héritier-Auger qui le souligne. D'ailleurs, on dirait que les enfants ont besoin et le réclament. Ce n'est pas l'idéologie qui le leur dicte, mais leur besoin d'apprendre à penser en passant par des différences identifiables, plutôt que par la promotion de l'indifférencié, afin de donner consistance à l'énigme que constitue pour l'être humain le sexe, le désir, la jouissance, etc. Oui. Le micro. Non, prenez le micro. Prenez le micro. Depuis tout à l'heure, je vous entends, je pense à quelque chose qui est l'omniprésence aujourd'hui du concept d'égalité partout. Les Gilets jaunes demandaient l'égalité, pour les retraites, on ne veut pas l'égalité. Au G7, la promesse que faisaient les hommes politiques, c'est de lutter contre les inégalités. Blanquer qui prend la parole au début de l'année scolaire en disant « Nous allons lutter contre les inégalités pour que tout le monde soit égal ». L'idée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les uns et les autres. Et quand vous me parlez de la confusion d'Agnès Buzyn, j'entendais la tour de Babel. Ce n'est rien de plus que ça. Des paroles semblables et une langue unique. Rachid va nous dire que cette tour voulait atteindre le sommet, mais c'était quelque part, voulait être Dieu. Et en fait, comment appelle-t-on cette civilisation dans la tradition juive? C'est la civilisation de la confusion, hein. Je veux dire que c'est de la confusion et puis après de la dispersion. Alors quand on prend ce constat-là, donc on est à peu près dans cette situation-là que vous avez très bien décrite, et après, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va se disperser? Est-ce qu'on va disparaître? Est-ce que l'humanité ne peut plus être l'humanité? Est-ce qu'on va avoir une nécessité de repartir sur de nouvelles bases? Merci beaucoup, madame. Merci de votre intervention parce que je me sens comprise. Je crois que Trigano a écrit un article qui s'appelle « La babélisation du monde ». C'est exactement la question.
Alors, qu'on le nomme babélisation, comme vous venez de le faire, on a des concepts pour figurer cette confusion. On a le tohu-bohu, par exemple, dans la tradition religieuse. On a la psychose dans la psychanalyse. Ce sont des lieux dont on ne revient pas. Ce sont des lieux dont on ne revient pas. Alors, est-ce que notre civilisation va être happée par une autre ? Est-ce qu'on va refaire tout le chemin ? Est-ce que si demain on manque d'eau, les hommes vont revenir à des préoccupations moins folles parce que les urgences vitales l'exigeront? J'en sais rien. Moi, je ne lis pas dans le marc de café. Je n'ai aucune pensée prospective. Je m'efforce juste d'interpréter ce qui est en train de se passer. Mais vous avez raison, c'est une babélisation. Oui. Et quand on entend, vraiment, je regrette qu'on ne puisse pas le projeter, mais si vous le trouvez sur YouTube, c'est tellement éloquent de le voir. Ces deux ministres, ces deux femmes, chargées d'organiser, comme vous disiez, monsieur, ce qui se passe, les demandes, et qui sont le témoignage réel de leur incapacité de penser puis de parler. Ce qui est plutôt alors presque sympathique. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Ça n'est plus maîtrisable. Ça aurait été pire qu'elle y arrive. Oui, là, la maîtrise cède. Oui. Où en est la théorie du genre aujourd'hui dans notre pays ? Il semblerait que... Alors là, nous sommes toujours sous l'emprise des communicants, mais on avait l'impression qu'avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, ça avait été un petit peu changé par rapport à avant, mais est-ce qu'on en est encore dans ce qui était il y a quelques années ? Moi, je n'en sais pas grand-chose. Je sais que les Suédois, qui avaient été très loin dans les écoles pour ne pas nommer le sexe des enfants dont ils s'occupaient, en reviennent et évitent de le faire. Alors, régression ou pas, j'en sais rien. Les jeunes en sont très friands. Ben, c'est normal. En fait, vous savez ce que disait Baudrillard sur le genre, c'est pas du tout un mot qu'il employait. Il disait notre sexe, ce petit bout de destin qui nous reste. C'est bien. Oui, c'est bien. En fait, nous sommes dans une société de consommation qui continue toujours à nous vendre du bonheur. Alors effectivement, ça crée des besoins. Ça devient un bien d'essayer des choses et puis. On a peur d'être con, alors on avance, on dit c'est quand même pas mal. Ils ont aussi le droit d'avoir, et on oublie qu'on est là pour donner la vie et pas pour avoir pour nous quelque chose. Un enfant, c'est pas quelque chose, c'est pas avoir un petit chien, non plus, c'est pas un animal. Et toutes ces réflexions-là, elles sont un peu. On voit bien où nous mène aujourd'hui cette société de consommation. Le bonheur, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas ça. Donc on joue constamment sur la frustration et ces effets cumulés de choses qu'on nous vend et qui ne sont pas ce qu'on nous vend nous amènent à aller toujours un peu plus loin dans ce besoin de se sentir vivant tout simplement, alors que c'est beaucoup plus simple. Et je réfléchissais aussi sur Abraham qui était le premier à expérimenter la gestation, pas lui, mais en tout cas sa servante. Il ne pouvait pas avoir d'enfant et sa servante lui a donné un enfant d'abord. Et ensuite, gros miracle, il a un enfant avec Sarah qui est Yitzhak. Et c'est marrant parce que ça met un peu d'humour dans l'histoire juive. Oui, mais alors il faut faire attention avec les références bibliques pour soutenir la grossesse pour autrui. Enfin, si on appelait ça par son nom, location d'utérus, c'est moins chic et c'est quand même plus près de la vérité. Dans la Bible, les femmes qui ont donné un enfant sont toujours les mères de leurs enfants. C'est pas ça dans les catégories mères porteuses. Oui, mais, absolument. Oui. Elle ne fait pas un enfant pour Sarah. Non, elle
Elle est la elle mère fait un de enfant Agar. qui fait d'Abraham un père. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Mais la question à laquelle je suis renvoyée, moi, c'est plutôt inlassablement la pauvreté de l'équipement représentatif d'une génération qui fait ça, d'équipement symbolique qui l'a conduit à poser à la science des questions qui ne sont pas de son ressort. Juste des questions, des revendications. Oui. Mais moi, j'ai bien aimé quand tu... D'abord, comme je ne connaissais pas ce mot valise là un scientifique que tu dois à Henri. Mais en effet, il y a quelque chose qui est très flagrant, mais qu'on voit pas seulement dans la civilisation occidentale, on la trouve aussi dans le monde arabo-musulman ou dans le monde terroriste, c'est cette alliance entre l'archaïsme et puis l'opérationnel. Or, c'est générique. Et je veux dire, une des caractéristiques du terrorisme depuis des risques, c'est qu'on a des pensées prémodernes, on va dire prémodernes, qui ont les instruments de destruction, ou qui peuvent avoir entre les mains des instruments de destruction, pour lesquels il faut une pensée moderne pour pouvoir les tenir en seulement des forces de dissuasion et non pas des forces de destruction. C'est bien toute l'affaire iranienne avec la bombe. Je veux dire, on voit bien que entre l'Union soviétique et puis les États-Unis, s'ils avaient chacun la bombe atomique et ils pouvaient s'autodétruire, il y avait en même temps, c'était un phénomène de dissuasion, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de ces sociétés qui faisait qu'ils n'avaient pas envie d'y passer. Donc ça a été périlleux souvent, mais ça n'est pas passé à l'acte. On n'est pas sûr que d'autres types de sociétés, plus prémodernes dans leur montage de mentalité, leur montage à la fois éthique, psychique et cognitif, donc civilisationnel, on n'est pas sûr qu'elles ne trouvent pas des bénéfices à passer à l'acte. Ça, c'est une chose. Et on le voit très bien dans les terroristes, qui utilisent des formes très nouvelles, Daesh et d'une grande modernité dans ses usages. Sa cruauté est très archaïque, mais ses instruments d'expansion sont des instruments pris dans le meilleur en tout cas le plus pointu de la modernité communicationnelle, tout en ayant des pulsions de cruauté particulièrement archaïques. Or, ce phénomène est un phénomène générique et c'est celui que tu décris aussi, c'est-à-dire que plus on a de l'avancée scientifique, au lieu que ça s'accompagne d'une élévation spirituelle, et que ça soit soutenu et bridé avec une élévation spirituelle, c'est en fait un favorisateur de l'effondrement archaïque et un amplificateur de cet effondrement. Ça, c'est une question civilisationnelle sérieuse. Oui. Et le lien entre archaïque et pensée opératoire dans la science. Et dans la technoscience, et peut-être dans la technoscience économie encore plus, oui. Technoscience. Le système STM, oui. science, technique et marché, mais oui. Ce qui, à mon avis, vaut mieux que l'archaïque emploi du capitalisme, comme on disait au temps du marxisme. Mais il y a un système STM, oui, pardon. Non, mais on peut l'observer aussi, il est à l'œuvre quand on étudie le transhumanisme. Aussi, de manière très très visible. Si tu me réquisitionnes une nouvelle fois sur ce thème, ça ne peut pas se faire en quelques mots, c'est tout à fait visible. Et c'est une question quand même extrêmement mystérieuse. Et peut-être pas si mystérieuse que ça quand on pense que l'acquisition de l'intelligence chez un enfant passe d'abord par la pensée opératoire, avant l'abstraction, et que les opérations, appelons-les pour faire vite, enfin de castration et de limite qui fabriqueront du sublimatoire, elles sont tardives, et elles sont toujours à répéter chez l'homme, mais je trouve la question
enfin d'une forte condensation, mais très 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 intéressante. Qu'est-ce qui, dans la science, fait pacte avec Babel, avec l'attaque à la filiation, avec le parent ou le passé persécuteur de pulsion, avec la volonté de jouissance totale. Alors, je voudrais vous citer Danny Robert Dufour. Tu le connais, Gérard, un peu. Dans Il était une fois le dernier homme, il écrit: quelle est la différence entre Dieu et le diable? C'est simple. Dieu ne veut pas que, et le diable veut que. Dieu, c'était en effet l'instance certifiée AAA par les agences de notation symbolique, c'est-à-dire dotée d'une autorité, d'une altérité et d'une antériorité, ce qui lui permettait d'édicter un catalogue, et même parfois un décalogue, de commandements qui établissaient des limites dans le désirable. Or, les grands récits ont été remplacés par une multitude de petits récits incitatifs, ce que nous disons ce soir, où chacun veut croire qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut vouloir ou dans ce à quoi il a droit. Il était le dernier homme. Et à peu près à la même date, dans Libération, j'avais trouvé Dieu démission. Donc, en fait, on va peut-être l'arrêter maintenant, mais un des petits enseignements qui est une ouverture pour encore d'autres réflexions et des réquisitions honnêtes à venir, en effet, c'est que les Lumières pensaient que le progrès de l'homme dans son humanité, dans sa socialisation, et le progrès des techniques marchaient d'un même pas. Or, en fait, ce qu'on apprend depuis 2 siècles, c'est que justement ces 2 progrès ne marchent pas d'un même pas, et que presque elles s'inversent dans leur façon de cheminer. Je vous remercie. Merci de votre présence. Merci Monette. Merci encore.